Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Faridat Naro Assouma, jeune cadre béninoise, femme leader de la commune de Parakou, avec elle nous allons aborder plusieurs questions de société liées à la cité de Koubourou dont elle est originaire. Bonjour Madame et bienvenue sur votre télévision. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci à vous. Alors, nous avons vu la semaine dernière à Parakou faire des dons, vous avez décidé de vivre aux pauvres pendant le mois de carême. Et beaucoup se sont intrigués et moi-même, je me suis dit, ah, Mme Faridat Naro est-elle musulmane? Je me suis posé la question. Oui, je suis née musulmane. Je suis de confession musulmane, maman, papa, famille et tout. Mais s'il faut parler de croyance en elle-même, je pense que toutes les religions convergent vers la même croyance et l'unicité. Et chrétiens, musulmans, c'est la même chose pour moi, tant qu'on est croyant. Je suis plutôt tournée vers la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui a trait à l'esprit. C'est de se dire qu'il y a un être supérieur, divin, et de se dire que nous ne sommes pas faits uniquement de chair. Et tout comme l'être humain est fait de 70% d'eau et de 30% de matière solide à peu près, de la même façon, nous sommes faits d'une âme, d'un esprit qui est éternel et nous devons croire en ça. Nous devons comprendre que nous devenons ce que nous pensons. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. Les chrétiens parlent beaucoup plus de saints en faisant les prières. Les vaudous parlent beaucoup plus d'ancêtres qui font des sacrifices, des rituels. Les musulmans parlent de sunna, les pratiques religieuses du prophète et tout. Donc, tout revient à s'inspirer des esprits passés, donc des êtres passés, et de trouver un meilleur moyen de garantir son avenir spirituel. Parce que tôt ou tard, vous savez, l'esprit se sépare du corps. Forcément. Nous mourrons. C'est une destination commune à tout le monde. Donc il faut parfois se demander, après la vie, qu'est-ce qu'on devient? Notre esprit, s'il est éternel, qu'est-ce qu'il devient? Je pense que même les plus grands scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il y a une vie après la mort. Donc la spiritualité, c'est cette conception, c'est de la méditation, c'est de faire du bien. Et c'est là que ça va avec les autres religions, les 10 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu respecteras tes parents, faire de l'aumône. La prière, quand on prie, en fait, dans la religion musulmane, on nous demande de faire les 5 prières par jour. Dans la religion chrétienne, il faut aller à l'église. Il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Tout ça, c'est pour nous mettre, en fait, dans une ambiance de communion avec l'être suprême. Très bien. Pour qu'après la vie, on puisse être un avec tout. En effet, comme vous le dites, vous êtes spirituel, vous appartenez entre griffes à toutes les religions, mais toutes les religions n'ont pas les mêmes tendances. Alors, quand je prends par exemple la religion musulmane, la polygamie est tolérée, pendant que dans la religion chrétienne, les gens ne sont pas vraiment polygames, bien, même si il y a des polygames qui vont à l'église. Alors, dites-nous, vous, est-ce que vous venez d'une famille polygame? Que pensez-vous de la polygamie aujourd'hui? Oui, moi je viens d'une famille polygamique. Je ne saurais compter le nombre de mamans que j'ai, tellement elles sont nombreuses. Ça, c'est l'Afrique, ça. Oui, ça, c'est l'Afrique, ça, c'est l'homme du Nord. En effet. C'est le Bariba même. Le Bariba même. Et on est 23 enfants, à peu près, chez papa. Et j'ai grandi effectivement dans une ambiance de famille polygamique. Je n'ai pas été vraiment élevée par ma mère. J'ai été élevée par une autre maman. Et je pense que j'ai quand même l'éducation qu'il faut. Parce que très jeune, j'ai appris à cuisiner. Et même avec les frères, ça dépend en fait de l'éducation que le père donne. Nous, en tout cas, on se connaît tous. Et j'ai des frères avec qui, franchement, la complicité et l'amour que je reçois d'eux est au-delà de ce que j'aurais pu ressentir si j'avais un frère de même mère. C'est ça. Franchement. Et donc, la polygamie, ça a aussi ses avantages. Ça a ses avantages. Mais maintenant, en tant que femme moi-même, en tant que femme, c'est clair qu'aucune femme ne va accepter d'avoir une rivale. J'en arrivais là, je me disais, ben, je vous attends au carrefour. Aucune femme ne va accepter d'être secondée, surtout quand elle est un peu intellectuelle, parce qu'on sait aussi qu'il y a l'autre verre de la chose, c'est que les enfants, après, ça crée des conflits, et il y a des jalousies,
il y a des problèmes, même spirituels, qui rentrent dedans. C'est tout un mélange. Et parfois, la femme, elle a envie d'avoir son homme, sa petite famille, faire des projets ensemble. Mais là encore, il y a un autre volet. C'est qu'il y a des polygamies justifiées. Dites-nous. Quelles sont Des ces polygamies dans le justifiées? sens que, vous savez, pour nous femmes, et je pense que toutes les femmes seront d'accord avec moi, c'est que le mari, c'est quelqu'un qui doit être responsable. En effet. Lorsqu'un homme te met, te loge, il met ce qu'il faut à la table, il s'occupe bien des enfants, il te traite bien, qu'il est au-dessus des moyens normaux, qu'il a de l'argent, je vais dire qu'il est riche, tu es déjà dans ta maison, ça ne te dérangerait pas beaucoup qu'il ait une deuxième femme. Ah, ça c'est vous, peut-être ça, parce que toutes les femmes ne Non, sont pas comme ça. non, ce qui nous dérange en fait, nous les femmes, c'est quand l'homme n'arrive pas déjà à subvenir aux besoins de la famille et qui se permet encore d'enlever le peu qu'il reste pour aller emmener dehors. Ah, ben, il y a des femmes qui, bien qu'ayant tout ce qu'il faut, le confort et tout, quand elles apprennent que leur mari a une autre épouse dehors ou bien a une maîtresse dehors, c'est peut-être une catastrophe. Hein? Oui, là encore, c'est qu'il faut aller sur la confiance en soi. C'est ça. Quand vous êtes une femme, votre vie ne dépend pas de la vie conjugale. Ah, ça c'est bien. Vous avez vos enfants. Moi, j'ai 2 enfants. C'est mes enfants avant tout. J'ai un boulot. Je gagne de l'argent moi-même. Je n'attends pas mon homme. J'ai une carrière politique qui me prend tellement de temps déjà. Donc, si déjà la confiance en moi, déjà, c'est tellement assise que s'il va ailleurs, en fait, c'est son problème, tant pis. C'est son problème à lui. En plus, moi, je suis du genre à me dire, vous voyez, il y a des femmes qui sont divorcées, qui n'ont pas eu la chance de se remarier. Il y a des femmes veuves très, très jeunes. Vous prenez par exemple Carmen Sama, qui a perdu la veuve de Arafat. Comment les gens, elle va rester comme ça toute sa vie. Elle ne peut pas. À un moment donné, pour sa propre dignité, pour l'honneur de sa famille, elle est obligée de se remarier. Mais quel jeune sera à la hauteur de cette femme? Il n'y en a peut-être pas. Donc, elle va peut-être se retrouver en train de se remarier avec un homme déjà marié. Mais si cet homme connaît sa place, il respecte sa première femme et qu'elle est bien éduquée, il n'y aura pas de problème. Donc déjà, je pense que la femme elle-même doit savoir ce qu'elle veut. Si tu es une femme qui dépend entièrement de ton homme, tu as juste envie de faire des crises de jalousie, combien mon mari gagne, il va où, il revient quand? Mais c'est que toi-même, tu n'as rien à faire. Parce que la vie est tellement courte qu'il ne faut pas associer son destin au destin d'un autre. Mais un homme qui est responsable, je vous assure, un homme qui est conscient, qui est responsable, n'a même pas le temps de prendre une deuxième femme parfois. Parole de femme. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, un homme responsable n'a pas le temps parce que est-ce qu'il a déjà fini? C'est pour ça que je dis qu'il y a des exceptions, les polygamies justifiées. Mais de façon générale, dans ce temps de cherté de la vie, dans ce temps où la situation est difficile, quand est-ce qu'un homme a fini d'assurer l'avenir de son enfant? Déjà, l'enfant est petit, il doit avoir un compte bancaire, assurance vie, assurance maladie, assurance éducation, toutes ces assurances. Tu dois au moins construire une maison pour tes enfants. Les voyages pendant les vacances. Aujourd'hui, les enfants, tablettes, ordinateurs. Quand est-ce que tu as fini de gérer tout ça? Toi-même, tu vas te gérer, tu vas peut-être gérer ta famille avant d'aller prendre encore une deuxième femme. Ça devient compliqué. En tout cas, moi, j'ai 2 garçons. Et j'espère que mes garçons, je ne me diront pas qu'ils veulent devenir polygames. Ah, on ne sait jamais. Et j'ai mes frères qui vont sûrement me suivre et ils connaissent très bien ma position. Je ne suis pas pour la polygamie. Je suis pour le fait d'améliorer sa famille. Ah, je vous prends au mot, madame. Alors, si éventuellement vous êtes marié, votre mari décide de prendre une seconde femme, quelle sera votre réaction? Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Et s'il le faisait, ce serait vraiment justifié. Parce que je me demanderais, en tant que femme, où est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui a manqué? Et c'est ça que les femmes doivent se demander. Parce que parfois aussi, les hommes ne se remarient pas parce qu'ils le veulent. Il y a des femmes, avant le mariage, elles sont des anges. Elles ont un bon comportement, bien éduqué, mais une fois qu'elles se marient, c'est une catastrophe. Une fois qu'elle fait 1 enfant, 2 enfants, elle néglige les enfants à la maison, elle va à ses occupations, les enfants ne sont pas... Parce qu'un homme qui travaille, il revient, il a besoin au moins que tu suives la scolarité des enfants. Elle ne prend même pas le temps de faire lire aux enfants l'alphabet, des trucs comme ça quand ils sont petits. L'alimentation, la santé, elle ne s'en occupe, tout est négligé à la maison.
Donc, il y a parfois des hommes qui se remarient par vengeance. C'est ça. Pour que la femme puisse avoir peur de la deuxième et au moins elle va prendre soin Soin. de ses enfants. Ça, c'est- Il y a d'autres femmes que j'appelle des femmes hommes. Elles n'ont pas la patience, la douceur, l'endurance pour gérer un foyer. Quand elles rentrent dans le mariage, tout est beau. Mais à un moment donné, l'homme parle, tu parles. C'est toi l'homme, il y a des problèmes à la maison. À un moment donné, il est fatigué. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il recherche? C'est la paix parfois. C'est ça. Quand il revient dans son foyer, il travaille, tout ça, c'est la paix. Et c'est pour ça que je dis que quand une femme est instruite, qu'elle est assez occupée dans sa vie, qu'elle a ses propres ambitions, elle n'a pas le temps de faire la guerre à un homme. Un homme. Donc, ça veut dire que même s'il vient avec des intentions de se remarier, toi, tu es là, tu es en paix, tu t'occupes de tes enfants, tu fais, c'est fini. C'est ça. Ça passe. Très bien. Nous sommes dans le mois du Ramadan, mais il y a un phénomène qu'on constate ici dans le Septentrion, et il était particulièrement à Parakou. À la veille du mois du Ramadan, on remarque un afflux, un nombre important de jeunes filles ou de jeunes couples, de jeunes gens qui se marient, qui veulent se marier avant le début du mois de Ramadan. Alors la question qu'on se pose, est-ce que cette précipitation ne verse pas, n'a-t-il pas des conséquences? Est-ce que plus tard ces mariages ont un avenir, puisque s'étant précipité pour se marier, ne s'étant pas peut-être bien connu, est-ce que ça n'arrivera pas au divorce? Qu'est-ce que Fabien pense de ça? Bon, effectivement, vous savez, dans le Nord, on a tendance à confondre l'aspect culturel de l'aspect religieux. L'aspect culturel, déjà au Nord, la femme du Nord, elle se marie souvent très jeune. Elle se marie très jeune, elle fonde sa famille et tout. Mais avec la scolarité, la vie, tout ça, là, ça se perd. Donc la religion vient conforter la culture. Et le mois de Ramadan, c'est un mois de rassemblement de la famille. Chaque femme du Nord a parfois envie de créer sa famille la veille de Ramadan. Comme ça, elle rentre dans la famille. Vous voyez le début, tu te réveilles à 4 heures, tu prépares pour le mari, la nouvelle glacière, tout ça, tu lui sers. Les soirs rupture du jeûne, bouillie, beignets. Vous voyez cette ambiance conviviale où les gens viennent te saluer, tu vas. En fait, ça donne du poids au mariage. Donc, parfois, on est flatté par l'idée de créer cette petite vie au début. Mais l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que, de ma petite expérience, il y a des gens qui prennent le temps de se connaître pendant 5 ans et quand ils se marient, ils ne font pas 6 mois de mariage. Et il y a d'autres personnes qui se connaissent en à peine 6 mois, qui se marient et ça dure toute la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? C'est les aléas de la vie, vous savez, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et ça fait partie des épreuves aussi de la vie. Écoutez, 5 ans de mariage, pardon, 5 ans de connaissance, 5 ans de, comment on appelle cette étape-là, lorsque vous êtes encore marié. Oui, concubinage parfois, flirt voilà, ensemble. de fleurs, et puis vous vous mariez, et patatara, en 6 mois, c'est le divorce. C'est quand même bizarre ça. Oui, vous savez, parfois il y a des hommes qui ne montrent pas leur vrai visage, tout comme il y a des femmes qui ne montrent pas leur vrai visage. Pendant la période de copinage, peut-être qu'elle ne cuisinait jamais. Elle allait, quand maman cuisinait, elle mettait dans le glacier, elle emmenait au copain et puis il était tout content, il pensait que sa chérie savait cuisiner. Mais dans le mariage maintenant, c'est une catastrophe. Là, c'est elle-même qui est là au maintenant, fourneau, c'est elle-même. Parfois, il y a des filles, on est à bâton rompu ici, il y a des filles, quand elles sont en copinage, ce temps-là, quand elles sortent, elles sont bien habillées. Une fois qu'elles se marient, elle ne sait pas laver les habits. Une fois qu'elle se marie, pour se laver, c'est difficile. Oh, il voit ça 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Il n'arrive même plus à dormir sur le même lit que ça. Ça commence par l'agacer. Donc, c'est qu'il faut aller, c'est toute une éducation qui est mise à l'épreuve ici. Et ce qu'on demande aux femmes, aux jeunes filles de nos jours, c'est de ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter dans le sens où la précipitation ne dépend pas du temps. C'est de comment on apprend à connaître l'autre. On peut passer 5 ans sans connaître quelqu'un. Tout comme on peut passer 3 mois et connaître la personne. C'est que le mariage ne doit pas être un objectif de vie où on court derrière, où on focalise toute sa vie sur ça, non. Il faut prendre son temps, connaître la personne. Connaître la personne ne veut pas dire aller flirter ou aller vivre ou aller prendre une grossesse, non. C'est de prendre le temps de connaître ses valeurs, ses principes, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et puis à tout moment, il ne faut pas avoir peur de perdre quelqu'un dans sa vie. Vous savez, la vie, c'est ça, les gens viennent, ils partent.
Et ça continue. Et quand une porte se ferme, il y a 10 qui vont s'ouvrir. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Donc, c'est pour ça que quand vous parlez des mariages la veille des ramadans, parfois il y a des filles qui ont peur d'être seules. Elles ont peur comme, bon, à ton âge, tu es encore là à la maison, voilà tes soeurs qui se marient, tout ça. La pression de la famille. La pression de la famille, la pression sociale, la pression de l'âge. L'âge aussi, effectivement. Mais l'âge, excusez-moi, mais on n'en a rien à foutre. Il n'y a pas un âge pour vivre, il n'y a pas un âge pour mourir. Eh bien, on dit souvent que la femme a un certain âge pour se marier. Au-delà de cet âge-là, elle devient en griffe vieille et elle n'est pas appréciée, elle n'est pas regardée par les hommes. Et donc, cette peur-là fait qu'on se dit, écoutez, il faut que je me marie un peu plus jeune pour trouver quelqu'un. Et tout ça, ça fourmille dans la tête. Et voilà. Mais vous savez, la vie est tellement compliquée. Il y a des femmes qui se marient, qui font 10 ans, 15 ans de mariage et qui quittent le foyer. Et l'homme va se remarier avec une jeune fille plus jeune, plus belle que la première. Et il oublie tout. Comme si ça n'avait jamais existé. C'est la vie. C'est ça, c'est la vie en fait. Donc on ne peut pas juger juste comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand une femme, une jeune fille a ses objectifs, c'est en fonction de ça qu'elle choisit son homme. Elle ne doit pas choisir son homme à cause de la pression de la famille et tout. Peu importe ton âge. Tu peux avoir 40 ans et trouver l'homme qui te rendra heureuse toute ta vie. Et bien si à 40 ans éventuellement, vous tombez dans la ménopause aujourd'hui, cette ménopause qui de jour en jour se rapproche de la femme, on reconnaît qu'aujourd'hui la ménopause n'est plus comme au temps de nos mamans. Alors, comme tout le monde vient de tout à l'heure, toute cette pression-là se dit qu'à un certain âge, je ne peux plus avoir d'enfants, donc il faut que je me marie. Vous voyez? Mais ces femmes doivent comprendre, ces femmes doivent comprendre. Il y a des femmes qui ont eu 5 enfants et qui les ont perdus en 2 mois. Les 5 sont partis. Oh, nom de Dieu. Il y a des cas comme ça qu'on connaît, que je connais. Il y a des femmes qui font près de 6 fausses couches en 10 ans de mariage. Donc parfois elle s'est mariée à 20 ans, mais c'est à 40 ans elle accouche son premier enfant. Quelle est la différence entre une femme qui a fait 20 ans de mariage, qui a accouché un enfant à 40 ans, qu'une femme qui a attendu et qui s'est mariée à 40 ans et qui a fait un enfant à 40 ans? C'est compliqué. Et il y a comme il y a des femmes à 20 ans qui par erreur ont fait un avortement, qui n'auront plus jamais d'enfants. Bien sûr, ces cas-là aussi. Il y a de ces cas. Ces cas aussi. Il y a l'endométriose, ou bien il y a une maladie qu'on appelle comme ça. Ça atteint beaucoup de femmes. Et c'est une maladie très difficile à vivre selon ce que j'ai appris. Vous voyez donc la vie, en tout cas la vie de la femme est assez complexe et moi je crois beaucoup au destin. Je me dis que tout ce qui nous arrive a sa raison d'être. Et personne n'arrive dans notre vie au hasard. Donc si vous rencontrez un homme, que ça marche, que ça ne marche pas, priez, soyez en communion avec la nature et demandez à être bien guidé seulement. Et prenez votre temps sans avoir à faire au regard d'autrui. Très bien. Nous parlons de mariage, nous parlons de femmes, nous parlons d'hommes. Alors, il y a aussi un autre phénomène que l'on constate ici à Parakou, et pas seulement à Parakou, dans le septentrion, je dirais dans le Bénin en général. Cette situation où nous avons des mariages précoces avec des jeunes filles qui tombent enceintes, qui prennent une grossesse comme ça non désirée, et malgré les lois que le gouvernement a prises pour essayer d'endiguer un peu ce phénomène, et ça continue toujours. Qu'est-ce que vous fallait dans cette situation en tant que femme? Bon, en tant que femme, déjà je salue les réformes du gouvernement, bien sûr, où il faut sanctionner les professeurs qui ont des relations avec les étudiantes, les enseignants avec les élèves et tout, même les patrons envers leurs employés. Tout ça, c'est bien. Mais je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est l'éducation à la base. C'est des sensibilisations. Il faut aller dans des écoles. Il y a des filles qui ne savent pas qu'au premier rapport, elles peuvent tomber enceintes. Et ça gâche tout leur avenir. Donc, il faut déjà sensibiliser. Il faut faire comprendre aux femmes. Voilà ce que tu peux utiliser. Il y a un temps, pas forcément leur dire non. Même si tu veux, voilà ce que tu dois faire. Dans des écoles, il faut mettre peut-être à disposition une sage-femme. Dans chaque école publique du Bénin, il doit y avoir une sage-femme ou un conseiller psychologique de ce genre de trucs. Là, ça va plus s'agir. C'est la fille. Et si elle ne se laisse pas faire, il n'y aura pas de grossesse. Et si elle sait qu'elle peut tomber enceinte, si les femmes savaient que, bon, avant d'être autonomes, tout ça, là, que leur rapport allait conduire à des grossesses, je suis sûre que 80% n'allaient pas s'engager. En tout cas, ils allaient changer le jour.
Donc c'est tout ça, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et je pense qu'aujourd'hui déjà, parce qu'on a aussi la loi sur l'avortement qui est permise, voilà, c'est un fléau qui sévissait beaucoup, 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 surtout même dans le Nord. Parce que dans le Nord, elles ne veulent même pas que les parents sachent. Si les parents savent, on te renie. Tu es laissé à toi-même ou on t'oblige à te marier avec le jeune homme. Le jeune homme, il t'a enceinté, mais il n'a pas dit qu'il veut t'épouser. Ça devient un problème. C'est là on te bat, maltraitance et tout. Donc, il y en a qui fuyaient, qui allaient se cacher pour faire des avortements clandestins. Et ça, des morts, des séquelles à vie. Donc, avec cette loi sur la légalisation de l'avortement, au moins, elles ont la capacité d'aller maintenant dans une clinique, dans un centre de santé et dire, voilà, je suis enceinte, comment est-ce qu'on va faire? Et là, c'est suivi, c'est bien cadré. Je ne soutiens pas forcément cette loi pour les religieux qui me suivent, mais je dis juste que ça atténue les dégâts. Parce que c'est quelque chose qui existait et qui n'était pas cadré. Donc, les grossesses non désirées, une grossesse n'est pas une fatalité pour une jeune fille. Elle peut bien tomber enceinte, c'est un accident et s'en sortir. Mais il faut surtout le soutien des parents. Ton enfant, c'est ton enfant. Tu dois le punir, mais tu ne dois pas l'abandonner. Et lorsque la fille ou la jeune femme accouche, elle a besoin de ses parents, de sa maman. Lorsque les parents, la sœur, acceptent de garder l'enfant, elle a la possibilité de continuer ses études. Et je vous assure que ce genre de femmes vont parfois plus loin que celles qui ne sont pas tombées enceintes. Elle a vécu cette situation. Elle a vécu cette situation. Elle sait qu'elle a quelque chose à prouver. Elle se reprend. Elle se reprend, elle doit se racheter. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de hauts cadres qui ont vécu ces situations. Et c'est après maintenant. Et souvent, ce genre de trucs, elles ne récidivent pas. Elles restent tranquilles, elles finissent, elles gagnent leur pain. Et là, maintenant, elles se marient, parfois, elles récupèrent leur enfant et la vie continue tranquillement. Bien, nous allons carrément sortir du mariage, sortir de la polygamie et autres, et nous allons revenir sur toute autre question qui, effectivement, sévit ici aussi à Parakou, qui est la question de sécurité. Vraiment, l'insécurité est grandissante dans la cité de Koubourou, au nord. C'est vrai qu'on a souvent parlé des cas des djihadistes qui sont dans certaines de nos contrées, mais typiquement à Parakou, le petit banditisme sévit. Alors, cette situation, comment est-ce que Mme Farida Naro la vit et qu'est-ce qu'elle pense de ça? Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on puisse réduire la criminalité, quand on dit la criminalité, le petit banditisme à Parakou? Bon, déjà, vous savez, le petit banditisme entre griffes a ses raisons. On parle de chômage, le manque d'éducation, de sensibilisation, tout ça. Certes, le gouvernement mais la police républicaine qui font tout. Mais il y a l'autre aspect aussi qu'on ne prend pas en compte. Vous allez sur la route du stade qui va vers Nîmes. À 19h30, c'est sombre. Totalement sombre. Vous allez derrière la radio ORTB de Parakou. C'est totalement sombre. Et voilà des zones qui sont très, très dangereuses la nuit. Même ce qui me choque le plus dans cette situation, c'est la zone du camp militaire sur l'Opéra. Oui. Il y a un passage qui passe devant le camp militaire et de l'autre côté, je vous assure, vous ne pouvez pas passer par là à une certaine heure de la nuit, sinon vous serez en difficulté. J'ai dit, mais je trouve ça quand même pas possible. Comment on peut être à quelques kilomètres, à quelques mètres, je dirais, du camp militaire et vivre cette situation? C'est ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des mesures qui doivent être déployées par le gouvernement, en dehors des mesures sécuritaires de la police républicaine, c'est de mettre à disposition des infrastructures d'éclairage. C'est ça. Parce que déjà, quand un lieu est éclairé, même si ta moto est là, ils ne vont pas venir voler. Mais l'autre aspect aussi, c'est que parfois on met l'éclairage et c'est vilipendé. Les gens ramassent les panneaux solaires, les lampadaires solaires, tout ça. Mais je pense que ça, c'est gérable. Mais s'il y a l'éclairage, je pense qu'en tout cas, à Parakou, ce qui manque le plus et qui est source d'insécurité primaire, c'est le manque d'éclairage. Je ne dis pas le manque d'électricité, le manque d'éclairage public. Et c'est un aspect sur lequel j'espère vraiment que le gouvernement va pouvoir venir, les élus communaux, tout ça vont mettre un accent pour que au moins le 2e arrondissement soit pris en charge. Nouveau quartier, passant par Nîmes, derrière la radio, pas loin d'ici aussi, rond-point Papini, la piste de l'aérodrome. Tout ça, ce sont des choses à revoir. Donc, ces jeunes volent, oui, mais c'est parce qu'on leur laisse la main pour pouvoir voler. Donc, en dehors des actions du gouvernement, c'est que déjà, il faut sensibiliser les jeunes. Il faut leur donner du travail. À Parakou,
vous savez, je parle hors politique, mais les jeunes, s'ils n'ont rien à faire, c'est l'oisiveté. C'est l'oisiveté. Si on avait des industries ou bien des centres où on peut recruter des jeunes ici, parce que même s'il y a un centre, par exemple, à Glodibé là-bas, c'est Glodibé, je pense. C'est ça, c'est Glodibé, bien sûr. S'il y a un centre à Glodibé là-bas et qu'un jeune de Parakou n'a pas de maison, il n'a pas où vivre, il ne prendra pas le risque d'aller postuler pour travailler là-bas. En tout cas, pour un début. S'il ne connaît personne, ce sera compliqué. Donc, il est plus facile de créer des sources de travail dans l'environnement immédiat pour permettre à ces jeunes au moins de travailler. Donc ça, là, c'est des axes sur lesquels on doit réfléchir pour que Parakou, en tant que ville à statut particulier, la 3e ville du Bénin, puisse quand même offrir ces possibilités, ces opportunités aux jeunes, les récupérer et faire en sorte que la sécurité puisse être une affaire pour tous. Merci. Et pour que la sécurité soit une affaire de tous, pour que les populations vivent dans un environnement sain, un environnement en sécurité et sans avoir des craintes d'être braqués. Alors, nous arrivons au thème de cette émission. Nous allons dire merci à Mme Fredette Naro qui nous a permis de connaître un peu sa pensée par rapport à la société, par rapport au mariage, par rapport à la polygamie, par rapport à ces questions de société que nous venons d'aborder. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur une nouvelle émission.